Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes mercredi 19 avril 2023, c'est le journal de la RPA, vous l'avez entendu. Bonsoir et bienvenue, les principaux titres pour commencer. L'ancien Premier ministre est recherché par la justice burundaise. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le parquet désire interroger le général Bunyoni, mais qu'il ne l'a pas encore trouvé. Le gouvernement burundais compte augmenter le budget d'alimentation des prisonniers. La décision a été approuvée par le Conseil des ministres de ce lundi. Et enfin, en politique, nous vous parlerons de la traque aux membres du CNL à Gisuru, une chasse qui aurait été ordonnée par le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, lors de sa visite le mois dernier dans cette commune. Voilà pour les principaux titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par cette brève. 2 corps sans vie, des hommes ont été retrouvés dans différentes localités en commune et province Bururi ce mardi. L'un a été découvert sur la colline Nyaviamo. Le défunt s'appelait Égide Ngoma. Il travaille à la cuisine du lycée de Bururi. Il a été tué par coup de machette. Nos sources à Bururi indiquent qu'il avait crié au secours mais n'a pas été secouru à temps. Le deuxième cadavre est d'un homme qui n'a pas pu être identifié. Il a été retrouvé sur la colline Mudzima en état de décomposition selon nos sources à Bururi. Les administratifs à Bururi ont ordonné son enterrement immédiat. Je viens de vous le dire, l'ancien Premier ministre de la République du Burundi est sous enquête du parquet général de la République. Annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire dans une conférence de presse qu'il a animée. Martin Niteretse a fait savoir que le parquet n'a pas encore pu localiser le général Alain-Guillaume Bunyoni. La fouille menée ce lundi à son domicile a été demandée par le parquet. Suivez Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Kuri nuko parquet général de la République ifise ivyo yiketse ko mu général de police. La vérité, c'est que le parquet général de la République a soupçonné quelque chose. Il désire interroger l'ancien Premier ministre, le général de police Alain-Guillaume Bunyoni. Et oui, c'est vrai, ils ont procédé aussi à la fouille et perquisition de son domicile, mais ils ne donnent pas rapport chez moi. Je ne suis même pas encore avisé des motifs de cette poursuite. Ils n'auront pas encore trouvé. Quand ils le trouveront, ils nous le diront peut-être. Vous mentionnez aussi Désiré Ouamahoro et Mousseremu. Mousseremu est libre, il n'est pas en détention. Seulement, il a été remplacé à son poste. Ça a coïncidé avec les poursuites judiciaires du général. Peut-être c'est pour cette raison qu'ils ont lié ces deux dossiers. Mais je n'ai aucune information sur ça. Pour Ouamahoro, j'ai entendu qu'il est en train d'être interrogé par le parquet général. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne reçois pas le rapport du parquet général. Je pense que le moment venu, on saura le résultat de toutes ces enquêtes du parquet. La justice vous informera. Moi, je suis concerné par les affaires traitées par la police sur les dossiers de la justice. Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. C'était Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Et dans nos séries de reportages sur les messages haineux relayés à travers des productions radiophoniques de l'association Bimenye Burundi Communication Center, dirigée par le nommé Tade Nzigamasabo, aujourd'hui on vous fait entendre un témoignage d'un ancien membre de cette association dans l'une des provinces du Burundi qui a fini par la quitter. Cet individu, qui fut également un des responsables du comité de cette association dans sa commune, indique que le motif principal qui l'a poussé à quitter l'association est la haine ethnique envers des Burundais de l'ethnie Tutsi qui étaient véhiculée, alors que lui et ses amis croyaient qu'ils adhéraient dans une association qui leur permettra de se développer.
On nous disait auparavant qu'être membre de cette association est le chemin qui mène au développement. On nous demandait de cotiser à hauteur de 30% de l'argent nécessaire pour que les activités se déroulent bien et l'association garantissait une contribution de 70%. Ces activités étaient censées nous former en entrepreneuriat, en anglais et en production des films et feuilletons. On nous a par après demandé de mettre en place un comité de 5 personnes constitué d'un président et son vice, un trésorier et des conseillers. Nous avons fait pas mal de réunions et on nous avait même demandé de chercher une maison qui nous servirait de bureau. Une fois la maison idéale trouvée, on le leur a dit et ils nous ont d'abord demandé de combien d'argent on disposait. On leur a dit tout ce qu'on avait pu collecter, mais on a attendu en vain qu'on nous donne le reste comme prévu. Entre-temps, dans les différents groupes WhatsApp, des messages censés nous enseigner l'histoire de notre pays étaient souvent relayés et on se demandait le point commun avec les projets de développement qu'on nous promettait. Parallèlement à cela, il continua à nous demander de donner des contributions à raison de 3000 francs burundais par personne. Je me suis alors résolu à quitter ces groupes et m'éloigner de cette association, Bimenye Burundi Communication Center. J'ai par la suite demandé à mes amis s'ils en étaient toujours membres et la plupart m'ont dit qu'ils ont eux aussi laissé tomber car ils ont compris que l'objectif était en réalité de s'aimer la zizanie et inculquer un esprit de haine ethnique. Cet ancien membre de Bimenye Burundi Communication Center demande aux autorités habilitées de contrôler les activités de cette association agréée officiellement en 2020. Il conseille également à son responsable d'arrêter ces manipulations qui pourraient raviver des crises interethniques dans le pays. Cette association a dévié de son objectif initial et nous avons constaté que les responsables s'étaient illustrés dans des malversations et détournements de nos cotisations. Au fait, c'était de la pure escroquerie, car on ne sait pas à quelle fin tout cet argent a été utilisé. Je profite aussi de cette occasion pour demander aux responsables de cette association de revenir à ce pourquoi il a été agréé, à savoir le développement et le combat contre le chômage des jeunes, qui laissent ces manipulations avec des messages haineux, d'autant plus que personne n'ignore que les conflits ethniques ont été un frein au développement de notre pays. Je lui demande vraiment de changer sa mentalité. Personne n'est contre l'apprentissage de l'histoire de notre pays, mais nous voyons que ces enseignements n'ont qu'un seul objectif, d'attiser la haine ethnique dans les cœurs de certains Burundais en s'appuyant sur les événements de 1972. Et parlons droits de l'homme à présent. Un citoyen de la colline Mena, commune Kabezi en province Bujumbura, a été sérieusement tabassé par le chef des Imbonerakure de cette colline il y a 10 jours. Les habitants de la localité demandent que l'auteur du forfait soit traduit devant la justice et qu'il paie les frais des soins de santé car la victime se trouve dans un état critique. Plus de détails avec Eric Nionzima. Ce citoyen de la colline Mena qui a été sérieusement tabassé est connu sous le nom de Claude Harilman. Il a été frappé par le chef des Imbonerakure de cette colline, Arben Dikouman. Notre source fait savoir qu'il a tabassé parce qu'il a osé demander à son petit frère pourquoi il était en train de commettre l'adultère dans la rue. C'était dans la nuit du 9 avril. La même source indique également que le chef de cette colline était présent lorsque cet Imbonerakure tabassait ce citoyen, mais il n'a rien fait. Claude Harilman se trouve actuellement dans un état critique. On l'a examiné. Il se sentait très mal, surtout au niveau du cœur, au dos et aux oreilles. Il n'entendait pas et il ne parlait pas non plus. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Ces habitants de la commune Mena demandent que Arben Dikoumana soit traduit en justice et qu'il paie les soins de santé de la victime. L'officier de police est venu à l'hôpital. Il a constaté que la victime se trouvait dans un état critique. Ils ne vont pas dire que les enquêtes sont en cours. Ce qui est étonnant, il l'a libéré. Il l'aurait traduit en justice pour qu'il puisse faire soigner la victime et qu'il soit également puni. La victime est alitée à l'hôpital à Kabezi et son bourreau n'est pas inquiété. C'est vraiment désolant.
La RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Kabezi Espérance Abonimana, de même que Reveriano Nichame, le chef de la colline Mena. Je vous l'avais dit au début du journal, chasse aux membres du parti CNL en commune Gisulu de la province Luyigi. Un Imbonerakoulé du parti CNDD-FDD dévoile le plan d'élimination physique de certains militants du CNL de la colline Kabuyenge, un plan qui aurait été proposé par le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikoulio, en date du 22 mars 2023 sur cette colline de Kabuyenge. Le point avec Elvis Niomongere. La sécurité n'est pas bonne pour les membres du parti CNL de la colline Kabuyenge car ils sont recherchés. C'était alerté et lancé par un membre de la milice Imbonerakure qui avertit les militants du parti CNL de la colline Kabuyenge en commune Gisuru de la province Loïdi d'être vigilants car il y a un plan de les éliminer physiquement. Il fait savoir que le nommé Mateso, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Kabuyenge, et le président de Imbonerakure sur cette même colline Simon Nyandwi sont chargés de la mise en exécution de ce plan. Il cite également certains noms de personnes à éliminer. Nous étions partis à la recherche de ces opposants. On était informés que 2 parmi eux se trouvaient au marché et nous étions allés chercher les 2 autres car ils étaient au nombre de 4, à savoir Michel Tuisenge, un certain Nyabenda, Benjamin Sirahenda et le prénommé Boaz. Ils sont tous de la sous-colline de Twisazi. Ils ont eu la chance ce jour car nous ne les avons pas trouvés. Je leur recommande d'être vigilants car la chasse continue. Ils sont toujours recherchés. Son membre de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD fait également savoir que les propos du secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikoulio, incitent à la violence et à l'élimination physique des militants du parti CNL. Il donne l'exemple des propos que le secrétaire général du CNDD-FDD a tenu en date du 22 mars 2023 sur la colline Kabuyenge. La sécurité n'est pas du tout bonne à tout membre du parti CNL sur la sous-colline Kabuyenge. Ils sont toujours recherchés. Différents discours de haine tels que ceux tenus par le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikoulio, sur la colline Kabuyenge incitent à la violence et à la persécution des opposants. Il a dit qu'il faut éliminer tous ceux qui veulent désorienter les autres. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de cette chasse aux militants du parti CNL ainsi que l'administrateur de la commune Gisuru. Et parlant toujours droits de l'homme, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité s'insurge contre la torture infligée par les Imbonerakure à Espérance Balandelete Domuyinga, le chef de l'antenne Afrique du mouvement. Espérance Balarumbanje demande que les auteurs de cette persécution soient traduits en justice et que cette femme soit soignée suite aux aiguilles introduites dans ses poumons. Suivez plutôt Espérance Balarumbanje, chef d'antenne Afrique au mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce les tortures, les menaces et les violations des droits de l'homme au Burundi. C'est le cas des jeunes Imbonerakure de la province de Muyinga qui ont commis des tortures, menaces, atteintes de l'intégrité physique et à la vie vis-à-vis d'une veuve, Madame Espérance Baranderetse. C'est honteux et déshonorant que les citoyens burundais soient victimes des droits humains devant leurs autorités. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande au gouvernement burundais de punir les Imbonerakure chaque fois qu'ils violent les droits humains. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi fait appel aussi à toute personne qui peut aider cette veuve pour qu'elle bénéficie des soins urgents. Gouvernance à présent, le gouvernement prévoit d'augmenter le budget d'alimentation des prisonniers. Cela a été adopté ce lundi par le Conseil des ministres qui a étudié le projet de loi portant fixation du budget annuel de l'État, exercice 2023-2024. Le gouvernement compte aussi augmenter le budget d'alimentation des élèves des écoles à régime d'internat. Quelques taxes seront aussi majorées afin d'augmenter les recettes. Suivez Prosper Nahogwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Revoir à la hausse les recettes sur les activités suivantes car elles ont été sous-estimées. La téléphonie mobile, notamment,
la taxation pour les short message services mobiles, SMS mobiles, la taxation pour les services de données mobiles et fixes, la taxation pour les services financiers mobiles et la taxation pour les autres services en rapport avec la communication via les téléphones. La vente des passeports ordinaires, des cartes CPGR et des laissez-passer. Moderniser la collecte des recettes par les services de la police spéciale de roulage et de sécurité routière. Revoir à la hausse l'amende appliquée en cas d'accident de roulage si cette révision ne viole pas le code de la circulation routière. Procéder à la révision de l'ordonnance régissant le contrôle technique des véhicules. Procéder à la révision des décrets-lois portant cadre organique des établissements publics burundais et des administrations personnalisées de l'État pour résoudre définitivement la question des conseils d'administration qui grèvent les budgets de ces structures alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Instituer une amende en cas de dommage à une infraction publique. Taxer les véhicules de luxe importés en appliquant un montant forfaitaire et non en pourcentage pour éviter des spéculations sur la valeur du véhicule et en les définissant par rapport à leur puissance. Augmenter la taxe d'immatriculation pour les véhicules et les motos. Il a été recommandé au ministère concerné de mettre en place tous les instruments nécessaires pour que ces mesures soient mises en application. C'était Prosper Narogwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, réclame la mise en application de la nouvelle politique salariale. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, FENASEB déplore que plus de 2 mois après la promulgation du statut général des fonctionnaires révisé, il manque toujours les textes d'application. FENASEB déplore aussi le fait que les carrières de certains fonctionnaires restent gelées. Suivi Antoine Manouma, président de la FENASEB. Depuis 2016 jusqu'en 2020, les salaires de certaines catégories de travailleurs ont connu 5 ajustements successifs, alors que les carrières étaient gérées pour d'autres, et particulièrement dans le secteur parapublic. Avec l'année 2021, ces travailleurs commençaient à nourrir l'espoir que l'heure du déblocage des carrières gérées et par la mise en application de la politique salariale avait sonné. Il a fallu attendre le mois d'août 2020 pour enclencher le processus de déblocage administratif dans le secteur public qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas achevé. Dans le secteur où les travailleurs sont régis par les statuts spéciaux, les espoirs commencent à s'estomper. Le statut général des fonctionnaires, le visa a été promulgué le 8 février 2023. Mais les textes qui mettent en application les dispositions portant sur la politique salariale ne sont pas encore disponibles. Il s'agit entre autres du décret qui fixe la valeur du point emploi et d'autres textes qui fixent la grille indiciaire, les paliers de recrutement, etc. Même si le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi vient de mettre sur pied une commission chargée de préparer ces textes, la durée d'accomplir sa mission n'a pas été précisée. L'absence de ces textes rend difficile l'application du statut général des fonctionnaires révisé et rend impossible la mise en application de la politique salariale. Par ailleurs, les travailleurs du secteur public risquent d'être régis par 2 statuts de fonctionnaires qui se chevauchent si on se réfère à l'article 129 du nouveau statut, dont le contenu est le suivant. En attendant la mise en place des mesures d'application prévues par la présente loi, ce sont les dispositions existantes qui restent en vigueur. Par contre, le statut général des fonctionnaires promulgué le 23 août 2006 et qui vient d'être révisé, précisé à son article 106 que la date de son entrée en vigueur est le 1er janvier 2007. Par ailleurs, la politique salariale elle-même n'est jusqu'ici reconnue par un quelconque texte légal, malgré les séances de vulgarisation organisées à travers tout le pays. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi s'interroge aussi sur l'efficacité de cette nouvelle politique suite au coût de la vie qui est actuellement très cher. Parmi ces doléances, l'ajustement des salaires des fonctionnaires au coût actuel de la vie. Encore une fois, Antoine Manouma. Les attentes vis-à-vis de la politique salariale. On explique que son objectif n'est pas de revoir à la hausse les salaires des fonctionnaires. La politique salariale est supposée être un ensemble de principes visant à assurer l'équité dans la rémunération, à inciter les travailleurs à être efficaces et efficients. Pourtant, le pouvoir d'achat des travailleurs en général
n'a cessé de se déprécier dans un contexte de l'inflation galopante. Les autorités étatiques, à travers les discours, cherchent à valoriser les producteurs de biens, notamment les denrées alimentaires. Ainsi, les prix des produits de première nécessité ont doublé ou triplé selon le cas dans peu de temps. Mais les salaires n'augmentent pas parallèlement pour que les travailleurs puissent s'en procurer. Les travailleurs se découragent devant les conditions de vie de travail qui se précarisent quotidiennement. L'efficacité et l'efficience recherchées dans les prestations des travailleurs, incapables de renouveler la force de travail et de subvenir aux besoins élémentaires des familles, sont quasiment impossibles. La politique salariale que le gouvernement prétend mettre en application pendant 10 ans risque de ne pas répondre aux attentes des travailleurs préoccupés par l'amélioration sensible des conditions de vie et de travail. De ce qui précède, la FENASEB demande au gouvernement ce qui achever le déblocage administratif pour tous les travailleurs du secteur public rémunérés sur le budget de l'État et dont les carrières sont gérées depuis 2016, y compris ceux qui sont régis par les statuts spéciaux. Ouvrir la voie à la mise en application effective de la politique salariale longtemps attendue par les travailleurs en associant les partenaires sociaux. Orienter la politique salariale dans le sens d'augmenter le salaire des fonctionnaires en les indexant au coût de la vie devenu de plus en plus cher. Placer au même poste de travail les gens ayant une même qualification ou à défaut considérer l'expérience. Maintenir le principe d'octroi des avantages liés aux particularités d'un métier et à l'ancienneté en vertu du décret loi numéro 1/027 du 11 mai 1993 portant à ratification de la convention numéro 100 de l'Organisation nationale du travail sur l'égalité de la rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Être disposé au dialogue pour que les questions concernant le monde du travail puissent trouver une issue concertée. Et éducation, le gouvernement devrait collaborer avec d'autres organisations qui aident les sinistrés pour venir en aide aux enfants de la zone Gatumba qui a été inondée par les eaux de la rivière Rusizi afin de leur fournir du matériel scolaire et de leur trouver d'autres locaux où ils peuvent étudier pour qu'ils ne ratent pas l'année scolaire en cours. Propos d'un défenseur des droits des enfants au Burundi qui a gardé l'anonyme en raison de sa sécurité. Pour lui, si le gouvernement ne réagit pas pour résoudre ce problème des enfants qui sont dans l'impossibilité d'étudier dans la zone Gatumba, cela va entraîner des conséquences de tout genre de vagabondage chez ces enfants et que c'est pour cette raison que le gouvernement devrait leur venir en aide sans tarder. Suivez plutôt le défenseur des droits des enfants au Burundi qui parle sous anonymat. Nous sommes affligés depuis que nous avons entendu que la zone Gatumba a été encore une fois frappée par des inondations des eaux de la rivière Rusizi, surtout les conséquences sur les enfants. Ils ont été vraiment les plus touchés par cette catastrophe. En plus de la famine, des maladies diarrhétiques ainsi que la malaria qui ont affecté ces enfants, ces derniers ne peuvent pas aller à l'école à ce moment. C'est ce problème en particulier qui nous préoccupe ces jours-ci. Probablement que ces enfants qui ne vont pas étudier le dernier trimestre de l'année scolaire n'auront pas la chance d'avancer de classe ou bien même la chance de redoubler de classe. Ils ne pourront pas bien réussir étant donné qu'il y a un trimestre qu'ils ont raté. Cela est donc un problème très sérieux qui peut pousser plusieurs enfants dans un mauvais comportement comme le vol, la drogue, le vagabondage sexuel chez les jeunes filles, avec le risque d'avoir des grossesses non désirées. D'autres enfants peuvent se retrouver en situation de la rue, étant donné que la zone Gatumba n'est pas très éloignée de la ville de Bujumbura. Je pense que c'est pour cela que l'effectif des enfants de la rue a augmenté très sensiblement ces derniers jours. La première chose que le gouvernement devrait faire, c'est de rassembler tous ces enfants qui ne peuvent pas aller étudier à cause de ces inondations afin de leur trouver d'autres écoles qui fonctionnent actuellement pour que ces enfants ne ratent pas ce dernier trimestre. Aussi, le gouvernement devrait trouver des fonds pour les nourrir car ces enfants ne peuvent pas aller étudier sans avoir rien mangé. Je pense que le programme de cantine scolaire devrait changer d'orientation et mettre en priorité ces enfants qui sont victimes d'inondations à Gatumba. Le matériel scolaire de ces enfants devrait aussi être remplacé par d'autres s'il a été endommagé. Dans ce cas, je pense que le gouvernement devrait collaborer avec les organisations telles que l'UNICEF
FINUAP, UNESCO, ainsi que d'autres partenaires afin qu'un enfant de Gatumba ne soit pas privé de son droit à la scolarisation à cause d'une catastrophe naturelle qui a frappé le pays alors qu'il y avait un budget destiné à aider les victimes de ce genre de catastrophe. Les enseignants ainsi que les parents ayant des enfants qui fréquentent les écoles fondamentales Mushasha 1 et Mushasha 2 situées dans la zone de Gatumba, commune Motimbuzi en province de Bujumbura, ont imploré depuis quelques jours le gouvernement de délocaliser ces écoles qui ont été inondées afin que leurs enfants puissent bien étudier. Pourtant, rien n'a encore été fait par les autorités administratives ainsi que celles du secteur de l'éducation. Les enfants viennent de passer 3 jours sans pouvoir aller à l'école depuis le début du 3e trimestre. La zone de Gatumba a été inondée par les eaux de la rivière Rusizi depuis 2 semaines. Les emballages de récupération restent d'usage dans différentes provinces de l'intérieur du pays alors que le délai limite a déjà expiré. Comme dans la capitale économique, les habitants de ces provinces expliquent que c'est par manque d'emballage de substitution. Le point avec Elsie Mugisha. Dans les provinces Chibitoke et Ngozi, les emballages de récupération sont toujours utilisés par rapport au délai fixé par le Bureau burundais de la normalisation et du contrôle de qualité. Les habitants de la province Chibitoke qui se sont entretenus avec la RPA avouent avoir entendu la décision, mais ils expliquent qu'il manque des emballages de remplacement. En réalité, les emballages de récupération, que ce soit les bouteilles d'Oji ou encore celles de Kinju, sont utilisés partout dans la province de Chibitoke. Nulle part, on n'a pas arrêté de les utiliser. Partout que ce soit l'huile de palme ou encore d'autres types de l'huile, tout est emballé dans ces emballages de récupération. Et puis, dire que le gouvernement aurait introduit d'autres emballages de substitution, cela n'a jamais été le cas ici chez nous. Depuis même l'annonce de la décision du Bureau du Burundi de la normalisation et du contrôle de la qualité BBN, nous n'avons pas vu d'autres emballages de substitution. Quant à la province Ngozi, la population indique que c'est comme si cette décision du BBN ne les concerne pas. La situation reste pareille qu'avant l'annonce de la décision. La décision n'est point respectée. Les emballages de récupération sont utilisés sans aucun problème ici en Ngozi. On dirait qu'aucune mesure interdisant leur usage n'a jamais existé. On trouve ces emballages de récupération partout dans les boutiques et marchés. Comment ils peuvent interdire leur usage alors qu'il n'y a pas d'autres emballages de substitution? Le pire est que même les sachets sont toujours utilisés, de même que ces emballages de récupération tels que les bouteilles de Kinju, celles de Zanzamuka Wine, Karibu, Terama et autres. La mesure n'est pas respectée. Des sources de la RPA dans d'autres provinces comme Rumonge font savoir que les emballages de récupération restent aussi utilisés. Selon les mêmes sources, l'application de cette mesure interdisant l'usage de ces emballages n'est pas pour bientôt, suite au manque d'emballages de remplacement. La date butoir avait été fixée au 31 mars par Séverin Sindaikengera, directeur général du BBN. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Séverin Sindaikengera pour s'exprimer à ce propos. Et dernier dossier de ce journal, différentes communes de la province Muramvya n'ont pas d'électricité depuis ce dimanche. Les poteaux électriques sont tombés suite à la pluie mêlée au vent. Les habitants de la localité demandent à la Régie des eaux de procéder vite aux réparations car toutes les activités nécessitant du courant électrique sont paralysées. Dani Claire, il a de quoi on va. Ça fait 4 jours que le chef-lieu de la province Muramvya est dans l'obscurité. Selon nos sources sur place, cette coupure d'électricité est causée par la pluie mêlée au vent qui s'est abattue dans cette localité et qui a fait tomber les poteaux électriques se trouvant près de l'usine Minolac. Depuis ce jour, les activités nécessitant le courant électrique sont paralysées. Les salons de coiffure sont fermés et les moulins à l'arrêt. Cette panne du chef-lieu de la province affecte aussi différentes communes comme Nyaruchamo, Mbuye, Shombo, Teza, Mubimbi, Bugarama et Bukeye. Toutes sont alimentées par la même ligne. Les habitants de la province Muramvya demandent à la Régie des eaux de réparer dans l'urgence ces poteaux pour que différentes activités reprennent.
La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le responsable de la régie des eaux, Antenne Muramvya. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.